Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous de 15h à 16h30 sur notre antenne. Aujourd'hui, une émission spéciale à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plus 10% des violences conjugales ont été observées en 2020. Selon le ministère de l'Intérieur, la France a totalisé 101 cas de féminicide depuis le début de cette année. Les violences faites aux femmes est un des grands sujets de ce quinquennat. Nous parlerons donc de ce thème fort avec nos invités. Tout d'abord, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, et puis Eli Korshia, président du consistoire israélite de France. Et puis bien sûr, un plateau fort et engagé avec ces femmes que nous aurons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous. Martine Matatia, présidente de Noah Osez le dire. Evelyne Berdugo, présidente de la coopération féminine. Diana Paola Lévy, bonjour d'ailleurs, qui est avec nous. Présidente de la Viso France et de Maya Termination de la Viso. Karen Fredge, directrice générale du CASIP COJASOR. Christelle Albaré, psychosociologue et présidente de la clinique e-santé. Et puis la participation de l'Osez via le témoignage d'un éducateur pour relayer la parole d'enfants et d'une mère en situation d'urgence. Puis bien sûr le témoignage de Déborah, victime de violences conjugales. Un témoignage poignant et résilient pour elle qui s'est sortie de son enfer qui a duré 4 ans. Alors plusieurs questions aujourd'hui dans cette émission. Comment passe-t-on d'un conflit ordinaire à la violence conjugale? Quel est le profil de ces femmes et de ces hommes? Y en a-t-il d'ailleurs? Comment s'en sort-on? Comment repérer les appels au secours? Quelles aides apporter? Sachez que notre ligne téléphonique est ouverte aujourd'hui sur Radio J. Si vous voulez réagir, témoigner, poser vos questions à découvert ou de façon anonyme, il faut nous appeler au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26, tapez 1 et puis bien sûr, suivez cette émission avec nous en direct aujourd'hui sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J, le ton est donné. Vous écoutez Radio J. Et pour démarrer cette émission aujourd'hui avec nous par téléphone, Haïm Korsia, le grand rabbin de France, pour sensibiliser les femmes et les hommes de notre communauté et appeler à la vigilance. Haïm Korsia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J en direct aujourd'hui pour parler de ce thème fort qu'est les violences faites aux femmes. Tout d'abord, pourquoi prendre la parole sur ce sujet, Haïm Korsia? Parce que se taire, c'est être complice. C'est créer un mur de silence qui enferme la victime dans son tête-à-tête avec son bourreau. Donc il faut parler comme je l'ai toujours fait depuis de très nombreuses années. Et je suis très heureux d'ailleurs que vous ayez la présidente de Noah Osez le dire avec vous, parce que c'est cette association qui a osé mettre cette question à l'agenda de la communauté. Je me souviens d'une grande conférence initiale qui avait ouvert la possibilité de créer ce groupe de parole, ce lieu de parole et d'écoute pour les femmes en état de détresse dans leur couple. C'est-à-dire que, et c'est ce paradoxe, c'est que la maison, le foyer, qui est le lieu dans lequel on devrait se sentir le plus en sécurité, devient pour ces femmes le lieu le plus dangereux. Et c'est une inversion des paradigmes incroyable. La maison, c'est le lieu de la protection, et pour elle, la maison, c'est le lieu de la souffrance. Et donc il faut qu'on trouve à la fois des possibilités de parole, à la fois des lieux pour protéger ces femmes, et qu'on ait des sanctions ferme contre les délinquants, parce que il y a un sentiment d'impunité, parce que les uns ou les autres pensent que c'est pas un drame. Non, c'est un drame. Et on n'imagine pas les dégâts causés sur les enfants témoins de ces violences. Donc c'est un processus, c'est tout un système qu'il faut briser. On le brise par la parole. Voilà pourquoi je suis avec vous évidemment aujourd'hui. Alors bien sûr, il est très difficile de quantifier les femmes touchées par les violences dans la communauté précisément, mais nous savons qu'il y en a, en témoignent les femmes autour de moi aujourd'hui, représentantes d'associations proactives et qui font le constat de plaintes et d'une certaine détresse. Mais est-ce que vous-même, par le biais de témoignages, de remontées d'informations, vous avez pu constater une recrudescence de ces actes de violence dans notre communauté précisément? Non, ce qu'il y a, c'est que avec le Covid et notamment les confinements, des couples qui a été habitués à ne pas vivre forcément full-time ensemble, tout le temps ensemble, se retrouver ensemble, ça crée des tensions dans les familles. Autant il y a des familles qui se sont retrouvées, c'est formidable, autant des familles qui n'ont pas supporté d'être 24 heures sur 24 ensemble. Et donc on a vu à la fois des divorces se réaliser, c'est-à-dire que des gens qui étaient dans une situation où ils pouvaient attendre,
ils ont considéré qu'il fallait lancer le divorce. Et pour peu que l'un ou l'autre n'est pas d'accord avec cette proposition, ça dégénère parfois en violence physique ou même en violence verbale, ce qui n'est pas un peu plus acceptable. Et de toute manière, la violence n'est jamais une solution. Donc oui, il y a des situations et il faut absolument oser en parler, mettre en place des structures communautaires d'aide à ces femmes et ensuite travailler sur l'accueil. Parce qu'on n'imagine pas ce que c'est comme effort pour trouver du jour au lendemain un lieu pour pouvoir s'installer, parfois avec des enfants. Donc c'est tout un système associatif qui permet de répondre à cette obligation qui est la nôtre d'aider ces femmes en situation de danger réel. Oui, J'ai par exemple une dame qui m'a écrit récemment, il y a des situations où le mari ou l'ex-mari, le mari en l'occurrence là, est tellement dangereux qu'il faut mettre en place un système quasiment comme la protection des témoins. Alors justement, Chaim Corsia, que faire pour aider? Que mettre en place? Les associations autour de moi sont très à l'écoute, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer? C'est une vaste question, vous me direz, mais si on peut le préciser. Moi, je sais que beaucoup d'associations œuvrent. Ce qu'il faut, c'est une coordination de toutes ces actions, parce que chacun est un peu dans son silo. Et moi, je crois qu'il faut impérativement qu'on travaille beaucoup plus en harmonie, qu'on soit unitaire, c'est-à-dire chacun dans sa spécialité, et qu'on puisse proposer une offre globale, un soutien, et que les femmes ne soient pas ballottées d'un comptoir à l'autre. Je pourrais vous lire la lettre que m'a envoyée cette dame, c'est bouleversant quand même. Elle m'a expliqué qu'elle n'arrivait plus à passer de l'un à l'autre, d'un juge à l'autre. La JAF pour quelque chose, la juge pour les affaires familiales pour quelque chose, la juge pour l'affaire pénale, pour la plainte pénale, la juge pour se faire payer les pensions qu'elle ne touchait pas. Bref, 4 ou 5 juges. Donc à un moment, il faut se faire aider. Aider psychologiquement, aider aussi administrativement dans un accompagnement, parce que tout le monde ne peut pas supporter cette pression qui va souvent de pair avec une précarisation financière. Bref, moi je crois qu'il faut surtout commencer par là, casser ce sentiment d'impunité que pourraient avoir les auteurs de ces violences insupportables, inacceptables. Et pour ce faire, il faut que ça se passe dans les familles. Qu'on n'ait aucune compassion, aucune complaisance pour quelqu'un qui use de violence. Chaim Corsia, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Évidemment, on pense à la violence physique, mais toutes les violences sont inacceptables. Bien sûr, Chaim Corsia, j'entends parfaitement ce que vous dites, mais permettez-moi quand même de vous demander des précisions et potentiellement des engagements sur notre antenne aujourd'hui sur Radio J. Si on rentre vraiment dans le détail, accorder le guet quand des situations de violence ont été observées ou ont été remontées, est-ce que des actions comme ça peuvent être mises en place? Vous me demandez, chaque cas est particulier, mais le guet ne dépend pas de la... Et d'ailleurs, c'est pas parce que je suis à la radio où je voulais juste soutenir ce combat que je dois être soumis à des questions qui me semblent relever de la halakha et d'un beddin. Le beddin voit comment c'est construit le mariage, y compris avec la choupa et la ketouba, donc on voit des choses. Les dérives insupportables ensuite de la vie de couple n'influent pas sur l'acte premier qui a été le mariage, où j'espère au moins à ce moment-là que les époux étaient heureux et s'aimaient. Donc, votre question, je la comprends, parce que c'est de la souffrance. Et vous portez cette souffrance qu'on perçoit tous et contre laquelle on aimerait pouvoir réagir de manière... Ce sont des souffrances qui virulentes. sont remontées de par ces associations, bien sûr. Votre question n'est pas celle qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est pourquoi il y a de la compassion pour quelqu'un alors qu'il se conduit de manière insupportable à sa femme? Pourquoi sa famille ne le met pas littéralement dans une sorte de bannissement qui fait que moi j'entends encore des gens me dire oui c'est vrai, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais quand même faut comprendre vu ce qu'elle lui a fait. Quel rapport entre ce que l'un peut supposer que la femme ait pu lui faire, et même si elle lui a fait, c'est une raison pour frapper quelqu'un, pour des fois la martyriser? Est-ce que c'est une raison? Donc votre question, elle est presque gênante, parce qu'elle est en train de me dire puisqu'il l'a frappé, alors on devrait annuler le guet. Non, je vous dis, puisqu'il se comporte comme ça, alors on doit aider, faire en sorte que cette femme ne se sente jamais obligée, soit par une pression sociale, soit une pression religieuse, quelle qu'elle soit, de vivre avec elle. Et moi, j'ai récemment rappelé que pour les personnes dans cette situation, évidemment, il faut bypasser la phase qu'on impose toujours avant le guet, d'avoir une forme de conciliation. On essaye de concilier. Dans un cas comme ça, il n'y a rien à concilier du tout.
Et donc, il faut entendre la parole de la femme, faire en sorte qu'on puisse obtenir le guet le plus vite possible. C'est ce qu'on fait en permanence, c'est ce que tous les baptismes de France font, et j'entends qu'on le fasse toujours dans un cadre respectueux de la halakha. Sensibiliser, appeler à la vigilance, bien sûr, penser à faire libérer la parole. Est-ce que dans le... Vous voyez, votre question, elle était étonnante, si je peux me permettre. C'est qu'au fond, il y a des violences, et vous posez la question au rabbinat. Pourquoi vous ne posez pas la question au mari ? Finalement, est-ce qu'il y a ici, dans le panel autour de nous, des maris violents et repentants qui nous expliquent pourquoi ils se sont enfermés dans un mécanisme de violence contre la femme qu'ils aimaient, contre la mère de leurs enfants, contre quelqu'un, ou peut-être la parole, ou peut-être un minimum de considération aurait permis de retrouver les voies du dialogue. En fait, pourquoi cet enfermement de la violence que la Bible décrit de manière incroyable avec la violence de Caïn qui en vient à tuer Abel ? Pourquoi dans la société, les féminicides, ces meurtres de femmes sont aussi maintenant présents ? Et pourquoi on a le sentiment qu'on est dans une destruction de ce qu'on ne peut pas posséder ? En gros, est-ce que ça ne dit pas beaucoup de la situation de notre société où dans le mariage, l'un ou l'autre espère posséder l'autre ? C'est cela qu'il faut rétablir, l'équité dans le mariage, la volonté de l'un et de l'autre de s'assumer dans un couple, c'est-à-dire un apport et on reçoit et on donne tous les deux ensemble. Chaim Corsia, je vois Diana Paola Lévy, présidente de la Viso, qui est en face de moi et qui voudrait réagir potentiellement. Monsieur le rabbin de France, bonjour et merci d'être toujours associé à nos sujets de femmes. Et je crois me souvenir qu'au moment de la création d'ailleurs de Noah Osez le dire, quand la coopération féminine et la Viso vous ont sollicité, vous avez été un des premiers à adhérer à ce projet qui est un collectif. Et avant même que je ne sois grand rabbin de France, évidemment. Quand moi, j'ai compris un peu différemment la question, moi, de Cyrielle Sarah Cohen, c'était plus de dire, une fois qu'on constate que cette unicité, que ce foyer, que ce couple n'avait plus de lien, et qu'il était brisé par une séparation de corps, et que le shalom baït n'était plus possible, comment on pouvait limiter au maximum les violences que là on qualifie de morales et psychologiques, pour ne pas qu'une dérive physique, quand le couple reste en forme ensemble, et une dérive plus importante où l'ego, l'argent se mélangent. Alors je sais que vous faites plein de choses, mais comment on pourrait mettre en place des choses ? Et d'ailleurs j'étais ravie qu'elle pose la question, c'est même pas moi qui l'y ai soufflé, parce que c'est vrai que au XXIe siècle, vous, grand rabbin de France, vous faites des choses. Vos équipes, avec Benzalel Lévy, font d'immenses progrès dans l'accueil, dans leur travail, dans tout. Mais comment on pourrait mettre des règles qui s'appliquent à tout le monde dans le respect de la halakha ? C'est qu'on a par exemple très souvent recours à un système qui consiste à ne pas obliger l'ex-femme à se trouver en face de son ex-mari pour la remise du guet quand vraiment il y a eu des choses insupportables. Mais on ne peut pas transformer la halakha, au sens que la dérive d'un couple n'empêche pas l'exigence, n'interdit pas l'exigence de faire en sorte qu'elle puisse... Nous, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'elle puisse se reconstruire après. Pour se reconstruire, il faut que le guet soit réalisé de manière absolument conforme à la halakha. Parce qu'il faut que ce guet soit reconnu partout dans le monde. Et donc, nous sommes garants de ça. C'est la seule chose hyper respectueuse qu'on peut donner aux femmes. On leur donne ce même respect. En revanche, on n'est pas idiot et fou, et quand on voit des cas impossibles à régler autrement que en l'absence des deux, parfois c'est impossible de les mettre ensemble dans la même pièce. Donc on ne va pas forcer et exiger cela, on trouve des moyens. Maintenant on a des moyens de coercition qu'on a mis en place grâce au rabbinat européen avec le rabbinat israélien. Donc il y a des méthodes qui consistent à les coincer de ci, de là, à empêcher les choses. J'ai quelqu'un à qui j'ai interdit c'était important pour lui, interdit de faire le kaddish pour sa mère, parce qu'il refusait de donner le guet. Donc, on essaye tout ce qu'on peut, mais à un moment, je maintiens que c'est la réprobation collective de ces hommes contre ces hommes qui marchera le mieux. S'ils se sentent rejetés, y compris de leur famille, leur propre famille, alors ils seront obligés de donner le guet. Merci, monsieur le grand rabbin. Sachez qu'avec Maître Richard Sebon, en tout cas, on est toujours ouvert à parler des mesures pénales sans mettre en prison les maris récalcitrants pour avancer à vos côtés avec vos équipes. Et je crois que Maya Termination souhaite
évoquer quelque chose. Oui, par ailleurs, en se prenant un pas de côté par rapport à tout ce dont nous avons discuté sur les mesures à prendre une fois que le couple est marié, moi je voudrais parler un peu des sujets de prévention. Moi je me suis mariée au consistoire. Quand j'ai fait la préparation au mariage, on m'a dit, dans le mariage, il y a toi, ton mari et Akadosh Baruch Hu. Jamais on m'a parlé de possibilité de violence. On n'éduque pas les femmes en fait à ça, et ça participe de cette loi du silence que vous avez abordée. Est-ce que votre famille en a parlé? Oui, mais là la question, elle porte non, plus est-ce que votre famille vous en a parlé? Oui. Donc vous étiez prévenu. Certes, mais c'est peut-être pas le cas dans toutes les familles. Pardon. Mais d'accord. Donc vous pouvez pas me dire, on m'en a pas parlé. Dans la formation que vous avez suivie, je ne sais pas par qui, je sais pas comment, je sais pas quoi. Alors il n'y a pas eu. Mais en réalité, il y a des formatrices qu'on a évidemment briefées sur l'équilibre dans le couple. Et je pense que aujourd'hui, la formation est améliorée. On travaille dessus. Et on travaille dessus pour envisager aussi la nécessité d'être respecté. Et quand vous parlez de respect, vous parlez évidemment aussi de ces causes qui sont essentielles. Mais je peux vous dire que chaque fois qu'on est saisi d'un cas, et c'est arrivé de manière très, très lourde, pour des cas très lourds, on aide, soit en aidant avec des avocats, en aidant avec une écoute, une aide à trouver... Monsieur le grand rabbin, ça, ce sont les solutions qu'on va mettre en place une fois que le couple est marié et malheureusement que ça ne se passe pas bien. Ma question portait sur... je souhaiterais savoir ce qui est mis en place dans la formation des personnes qui interviennent au moment du mariage pour savoir... pour comprendre un peu mieux les actes de prévention. Je pense, Chaim Corsia, grand rabbin de France, que Maya Termination demande à si on pourrait pas potentiellement envisager une sensibilisation des préparatrices, justement, qui parlent aussi du Shalom Bayit pour expliquer non seulement... Elles le font. Voilà. Elles le font. On peut pas extrapoler à partir d'une formation que madame a suivie pour dire qu'aucune ne le fait. Moi, je sais que toutes les jeunes filles que je marie, je les oriente vers une formatrice qui est formidabilissime et qui est parfaitement d'ailleurs adaptée au public de mes élèves, parce qu'il y a une différence aussi entre les demoiselles qui se marient en termes de capacité à entendre, à développer des concepts. Mais de toute manière, la notion de respect pour moi, enseigner est essentielle, et elle le fait. Puisque je l'ai contrôlé, j'ai suivi ce qu'on leur demande de préparer. Maintenant, qu'il y ait un rappel sur les autres formatrices, oui, mais je vous rassure, c'est fait. Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit fait dans les familles, contrairement à ce que disait la dame qui m'a posé la question. Je ne suis pas sûr que ce soit fait dans les familles, et d'une certaine manière, c'est assez rassurant, parce que ça veut dire que c'est pas vécu dans toutes les familles. Maintenant, c'est vrai que c'est quand on a subi quelque chose qu'on peut y être sensibilisé. Et justement, le travail des formatrices, c'est de ne pas laisser enfermer des jeunes filles ou des hommes, ça peut arriver, dans un enfermement idéologique où on devient prisonnier littéralement de la vision que l'autre nous impose. Et c'est en cela que la notion de respect et de liberté est essentielle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et que j'enseigne les choses. Merci beaucoup, Chaim Corsia, pour votre voix et votre écoute que vous avez, votre intervention aujourd'hui sur Radio J. Merci beaucoup. Au revoir. Mesdames, on vient d'entendre Chaim Corsia, grand rabbin de France, sur notre antenne, qui a réagi sur ces questions essentielles pour nous, pour la communauté juive. Est-ce que l'une de vous a envie de réagir aux propos du grand rabbin de France, Karen Fredge, directrice générale de Kazib Kojassor? Je voudrais juste apporter notre témoignage de Noah. Et effectivement, on a parlé des femmes qui préparaient au mariage. Et je pense que c'est un maillon essentiel. Maya, je ne sais pas à quel âge vous êtes mariée, mais on a souvent des jeunes femmes qui ont 19 ans ou 20 ans et qui se marient, qui n'ont pas forcément effectivement d'expérience de la vie de couple, qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer des hommes auparavant et qui arrivent au mariage assez vierges de toute connaissance et de toute information. Donc c'est effectivement un point extrêmement important, et avec Noah, nous avons un contact sur Lyon où il y a un certain nombre de préparatrices au mariage qui sont formées à cette fonction-là, avec qui nous avons prévu
une journée de sensibilisation. Enfin, c'est prévu dès qu'on va pouvoir l'organiser sur le premier trimestre. Une séance de sensibilisation parce que s'il n'est pas toujours évident d'aborder ce sujet avec des jeunes filles de 19 ans au moment où elles se préparent au mariage, ces préparatrices sont des référentes pour ces jeunes femmes. Et donc, ensuite, elles restent en lien. Et c'est sur la suite, en fait, qu'elles peuvent être amenées à intervenir lorsqu'il y a des violences conjugales. Donc, c'est un point extrêmement important. Je sais pas, c'est pas le cas dans toutes les communautés, dans toutes les régions, qu'il y ait cette préparation extrêmement solide sur le plan de la halakha et sur le plan de la psychologie. Mais voilà, donc je pense que c'est effectivement, et avec Noah, osez le dire, c'est une action qui nous semble extrêmement importante de réaliser un peu partout en France. Merci beaucoup Karen Fredge qui vient de prendre la parole, directrice générale de CASIP Cojasseur. On va se retrouver dans quelques petites minutes sur notre antenne et continuer à parler avec vous dans cette émission spéciale violences faites aux femmes, avec notamment le témoignage de Déborah, fiancée pendant 4 ans à un homme lui faisant subir des violences conjugales. Tant de questions auxquelles elle a tenté de répondre ces dernières années pour s'en sortir et entrer dans son chemin de résilience. Nous serons avec elle par téléphone et ajoutons que vous pouvez aussi intervenir dans cette émission à découvert ou de façon anonyme via le compte Instagram de Radio J ou sur le numéro 01 53 75 26 26. Tapez 1 en attendant bientôt. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. – 15h34 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 pour une émission spéciale à la veille de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une campagne de sensibilisation, des chiffres, un témoignage. Plus de 10% des violences conjugales ont été observées en 2020. Cela selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 139 000 femmes en ont fait cette année-là ont fait l'objet de violences de la part de leurs conjoints ou anciens conjoints. Les chiffres du ministère ne comptabilisent pas les homicides ni les féminicides, mais 101 féminicides ont été comptabilisés depuis le début de cette année, 102 en 2020. Elles étaient 146 à tomber sous les coups de leurs conjoints ou maris en 2019. On considère alors moins de décès mais plus de violences. C'est le cas de Déborah qui témoigne sur notre antenne aujourd'hui. Cela fait 4 ans qu'elle est sortie du calvaire avec son fiancé, une relation de plusieurs années où le conflit ordinaire s'est rapidement transformé en enfer. Nous en parlons avec elle dans un instant sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Aujourd'hui avec nous sur Radio J, le témoignage de Déborah au plus près de la réalité. Nous avons voulu connaître le parcours d'une femme qui a connu des violences conjugales et qui a pu s'en sortir et surtout savoir comment. Merci d'avoir accepté notre invitation, Déborah. Merci de m'écouter. Alors, nous parler aujourd'hui sur Radio J fait sans doute aussi partie du chemin. Oui, ça fait partie d'un pardon envers moi-même. Alors on va découvrir votre histoire, mais d'abord nous avons voulu vous protéger et modifier un peu votre voix afin d'éviter que l'on vous reconnaisse. Est-ce que vous avez encore peur ? La peur n'est plus présente au jour le jour, mais elle est présente quand je suis dans des situations où je sais que je peux le retrouver. Et il y a des jours où je me pose toujours des questions si je ne suis pas suivie par lui. Peu importe que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Alors, vous êtes resté 4 ans en couple. Comment les violences ont commencé ? Alors, ça a commencé vraiment crescendo. Ça a commencé par des humiliations, seul, après en public, mais avec des personnes que lui ne connaissait pas. Très rapidement, c'était des insultes. Moi, j'avais des crises de sanglots à la manière dont il me parlait sur mon physique et ma dégradation. Ensuite, c'était des moments où il me touchait physiquement, mais en même temps indirectement, comme il me bloquait le passage, où il pouvait me prendre la main de force, ou me prendre un objet que j'avais dans les mains de force, comme un paquet de cigarettes, un téléphone. Ensuite, ça a continué par des étranglements, puis ça a continué avec les mains.
Alors, ce que j'entends, c'est que dès le départ, finalement, vous sentez quand même que il vous humilie, qu'il y a certaines petites phases qui laissent pressentir un caractère violent. Est-ce que vous pensez que vous alliez en arriver là, à ce moment-là, ou vous ne vous en êtes juste pas rendu compte? Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose chez cet homme, il y avait une possessivité extrême, une jalousie, une emprise, un regard qu'il avait. Il y avait des signes qui me disaient n'y va pas, fuis. Mais j'étais déjà aspirée par cette personne-là. Comme un chewing-gum, on a déjà mis les pieds dedans, on a du mal à s'en sortir. Donc dès le départ, finalement, ces violences étaient bien présentes. Oui, elles étaient présentes, mais en même temps, moi, je ne savais pas que c'était considéré comme des violences. Je ne savais pas que le fait qu'on puisse m'insulter, c'était une violence. Je me disais que c'était son caractère, c'était quelqu'un de colérique. Je savais que c'était pas bien de se comporter, de parler comme ça à une personne. Mais je considérais pas ça comme de la violence. Comme quand il me prenait par le bras de force ou qu'il me bloquait le passage. Mais encore une fois, je savais que c'était grave ce qu'il faisait, mais je n'arrivais pas à considérer ça comme de la violence. Parce que dans notre tête, quand le mot violence apparaît, dans sa tête, on s'imagine automatiquement que c'est vraiment physique, qu'on a des traces sur notre corps. Alors c'était tout et son contraire à la fois. Et au bout de combien de temps vous avez considéré que ce conflit ordinaire était devenu vraiment une violence conjugale, d'une part physiquement, mais aussi moralement? Assez rapidement. Au bout vraiment de quelques mois, je commençais déjà à me poser des questions, la manière dont je me sentais moi émotionnellement. Je pleurais beaucoup, j'avais plus d'estime de moi, il me faisait peur. Donc je savais que j'étais vraiment sous son emprise, et puis il était d'une possessivité tellement extrême que je savais que c'était pas normal. En revanche, quand la violence physique a commencé vraiment à devenir de plus en plus fréquente et de pire en pire, là, je me regardais dans le miroir et je pouvais me dire, oui, je suis une femme battue. Donc finalement, dès le début, cet homme, il a une emprise sur vous et vous le sentez. À quel moment vous décidez de partir? Il faut savoir que moi, j'ai essayé de partir plus de 20 fois. Parmi ces vingtaines de fois où j'ai essayé de partir, c'était j'essayais moi-même de me montrer que je pouvais avoir le courage de le quitter. Donc je faisais mes valises et je revenais quelques heures après ou le lendemain. J'ai essayé réellement de le quitter 2 fois. La première fois, j'ai pas eu le courage de continuer à affronter cette douleur où je pensais que je ne pouvais pas vivre sans lui. Et puis aussi le fait que son harcèlement était tel que en fait j'en étais fatiguée et je voulais qu'une seule chose, c'était qu'on arrête de me harceler, donc je suis retournée avec lui. La deuxième fois, c'était j'avais atteint un point de non-retour où les gens autour de moi commençaient à se douter, et qu'on m'a fait bien comprendre que mon état psychologique avait atteint un summum extrême, que j'étais en danger. Et surtout, moi, j'ai compris que ma vie peut y passer du jour au lendemain. Et je voyais que tout le monde autour de moi s'inquiétait énormément. Et je me sentais humiliée de faire subir en même temps ça à mon entourage. Et j'avais peur pour moi. Et qu'est-ce qui vous a aidé, justement? Alors, il y a 2 choses qui m'ont aidée. La première chose qui m'a aidée, c'est quand je suis allée voir un médecin et que je lui ai dit que j'étais en train de rompre et que c'était très très dur pour moi. Je lui avais pas dit la raison. Je lui avais pas dit que j'avais subi toutes sortes de violences. Il a compris ma détresse. Et il m'a proposé de prendre des antidépresseurs à très faible dose. Et j'étais pas encore en phase de le quitter, mais le fait de prendre ces médicaments, ça m'a permis de séparer la raison et les émotions. Donc, lorsque je n'arrivais plus, les émotions étaient tellement fortes, parce qu'une fois que j'arrivais plus à raisonner, quand j'ai commencé à prendre ces médicaments-là, raisonner me paraissait beaucoup plus simple. Donc ça, c'était un des éléments. Et bien sûr, le deuxième élément le plus fondamental, c'est ma famille. Ma famille qui m'a jamais lâchée, même si elle est médecin. Elle voulait pas que je reste avec lui. Elle me conseillait de le quitter. Alors oui, ils avaient un doute, mais ils n'avaient pas de preuves et ils n'arrivaient pas à forcer parce que je parlais pas. Mais ils m'ont pas lâché jusqu'au bout. Ils ont fait en sorte de rester en contact avec moi
de me poser des questions sur ma vie, faire comme si de rien n'était, de lui l'inviter à la maison, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont dû se dire que même si je suis en danger, le fait de couper le lien, si jamais je souhaite le quitter, il faut que j'ai un lieu de refuge, il faut que j'ai une personne qui soit là pour me sauver. Et effectivement, le jour où je suis partie, j'ai appelé ma sœur et je lui ai demandé si elle voulait changer mon destin. Et si elle voulait changer mon destin, il fallait qu'elle soit là dans les 10 minutes. Et à aucun moment il faut juger, à aucun moment il faut obliger la personne à parler. Et il faut lui montrer qu'on est là quoi qu'il arrive. Est-ce que vous estimez que vous en êtes sorti ou est-ce que malgré tout, il reste des phases de culpabilité? Est-ce que vous pensez que c'est votre faute ou finalement vous avez un autre regard par rapport à tout ça qui est c'était le bourreau, j'étais la victime ou nous étions finalement tous les deux partenaires dans cet engrenage infernal? Au niveau de la culpabilité, je ressentais la culpabilité uniquement sur le moment. Lorsque je lui disais que quand il me voyait pleurer à la suite de ses actes, lui me faisait comprendre que lui, dans sa manière de me parler, dans sa manière de me violenter, lui aussi il pleurait et qu'on n'était pas forcément obligé de pleurer avec des larmes, on pouvait pleurer d'une autre manière. Et il arrivait toujours, oui, effectivement, à trouver des arguments comme quoi c'était moi la fautive, qu'il s'était jamais comporté comme ça avec une autre femme avant, que c'était moi, mon caractère qui le mettait hors de moi. Alors pour le coup, quand il me disait ça, oui, je culpabilisais, mais la culpabilité, elle s'arrêtait très rapidement. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux femmes qui connaissent votre situation? Se faire suivre psychologiquement, alors que ce soit une psychanalyse, une psychothérapie, peu importe la manière, mais il faut que ce soit quelqu'un vraiment de médical qui soit là et qui vous suive. Si vous avez besoin de 2 fois par semaine, de le voir 2-3 fois par semaine. Moi, au début, j'avais besoin de le voir 2 fois par semaine, puis ensuite de moins en moins. Mais ça, c'est fondamental pour ne pas retrouver un homme qui vous fait subir encore ça, retrouver de la dignité et bien sûr pouvoir reconstruire un autre couple plus tard de manière plus saine. Déborah, vous avez 30 ans. Merci beaucoup pour votre courage. Et bien sûr, on vous souhaite une bonne continuation. La vie est encore longue devant vous. Merci encore d'avoir témoigné aujourd'hui sur Radio J. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Voilà, mesdames, on vient d'entendre le témoignage très fort de Déborah, victime de violences conjugales pendant 4 ans. Elle était fiancée. Alors d'abord, une réaction de vous, Christelle Albaré, psychosociologue et présidente de la clinique e-santé. Alors, il y a des choses très précieuses qui ont été abordées par Déborah. Et déjà, au démarrage, je veux dire qu'il y a une différence à faire, très importante, entre une relation toxique et une personne toxique. Parce que là, dans la situation de Déborah, on est beaucoup plus en lien avec véritablement une personne toxique, de type pervers même. Donc, une relation toxique, on peut tous en vivre un jour, une dans notre vie, dans une vie de couple, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. On va traverser parfois des périodes difficiles. Et on peut avoir des périodes où la relation est toxique. Parce que, par exemple, je suis jaloux, ou alors il y a eu des difficultés professionnelles, on se perd de vue, et la relation, où il y a eu un déménagement, les enfants sont partis, il y a eu un deuil, et la relation pendant une période donnée de notre vie devient toxique. Mais ce ne sont pas les personnes qui sont toxiques, d'accord? Alors qu'il y a une différence avec une personne toxique qui, ça ne vient pas du tout de la relation, mais la personne elle-même est perverse, n'a aucun affect vis-à-vis de l'autre, ne reconnaît pas la réalité d'une identité. Là, dans le cas, par exemple, de Déborah, qu'est-ce qu'on se rend compte? Il y a une humiliation. Alors, c'est pour ça que je mets le mot de pervers. Souvent, on parle rapidement de pervers narcissique. On a je du veux mal pas à mettre faire la différence. Voilà. Oui. Une personne de type pervers narcissique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui véritablement est dans une perversité et complètement tout est relié à lui. L'autre n'existe pas. L'autre est l'objet de son désir, de son plaisir, n'existe que pour être détruite.
Et l'autre est une proie. Et là, dans le cas de Déborah, c'est exactement ce qu'on a. Elle dit, je suis sous emprise et même s'il me faisait mal, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais attachée à lui, ancrée. Et pourquoi ? Parce que petit à petit, ça se fait toujours de façon, au démarrage, toujours jamais très clair. Donc je pense toujours que c'est ma faute. Peut-être que j'ai mal compris, je vais mal parler, j'ai pas eu le bon comportement. Donc on doute avant tout de soi, puisque on pense qu'on est dans une relation amoureuse. Sauf qu'en fait, vous êtes amoureux pour deux. C'est pas autre chose. Et la jalousie. Alors moi j'aime beaucoup le mot jalousie maladive. Alors jalousie maladive, on est dans un trouble de la personnalité d'une personne qui va s'attacher à l'autre. Mais la jalousie, on va être très clair, même quitte à me faire des ennemis aujourd'hui, la jalousie, non, elle n'a pas existé dans un couple. Dire c'est normal d'être jaloux, non, parce que un couple uni, un couple qui est bien, on a le droit d'être libre dans la relation et c'est ce qui fait que cet amour est porté. On peut être dans une forme d'attachement, on a un attachement libre. Être jaloux, je suis désolée, mais c'est vouloir posséder l'autre. Et c'est surtout demander à l'autre de nous rassurer sur quelque chose où nous-mêmes, on n'est pas complètement raccord avec nous-mêmes. Donc, faites un bon travail de développement personnel, ça vous fera du bien. D'accord ? Ça, c'est dit. Ensuite, déjà, j'ai envie de dire à Déborah, c'est absolument pas de votre faute. Et pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient en Déborah, ce n'est pas de votre faute. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et j'ai adoré le premier mot qu'a dit Déborah. Elle a dit pardon. Oui. Elle se donne pardon à soi. Elle a fait le chemin. Elle a dit qu'elle avait fait une thérapie qui lui a permis de faire ce chemin. Concrètement, les personnes qui sont en lien avec des violences conjugales, ce sont des personnes qui vivent un état de stress post-traumatique. On ne le dit pas suffisamment assez. Il y a un véritable traumatisme. Et un traumatisme, c'est pas uniquement s'il y a des violences physiques, violences psychologiques. On n'en parle jamais assez. Humilier quelqu'un en public, ou même quand on fait un grand sourire et quand tout le monde est parti de la soirée, vous allez passer une nuit d'enfer. Vous n'en pourrez plus après. On n'en parle pas suffisamment. Il y a deux types de victimes. Il y a les victimes qui n'ont plus la force de pouvoir résister de toute manière vers les violences. Elles vont abandonner. Où il y a les personnes qui ont encore cet instinct de survie et qui vont pouvoir avancer. Et ce qu'il faut retenir, et je vous donne la parole parce que je pourrais dire beaucoup de choses, bien sûr, mais c'est le sujet tellement bien sûr. Il y a une notion d'isolement à prendre en compte lorsque l'on est dans des violences de ce type. Alors, toutes les violences conjugales ne sont pas comme le cas de Déborah, mais dans le cas de Déborah, tout est fait pour isoler la victime et pour qu'elle ne puisse de toute manière ne plus avoir de point d'accroche. D'où l'importance, et j'entendais tout à l'heure quand on disait que dans la communauté juive, il y a une préparation au mariage. Et bien ces préparatrices-là, qui sont des personnes neutres, parce que c'est ça qui est souvent le plus facile pour ces femmes, eh bien peuvent être un lien, se dire un jour il y a eu cette personne, c'est à elle que je vais parler, parce que bien souvent on parle pas aux personnes qui sont plus proches de nous parce qu'on veut les protéger, puis parce que parfois on a honte. Voilà. Justement, dans cette phase de l'après, entre guillemets, quand le mal est fait, j'ai envie de faire réagir Martine Matatia, parce que vous êtes la présidente de Noah Osez le dire, et forcément, ces femmes, vous les rencontrez au quotidien, ces femmes qui sont dans ces situations où elles sont dans la honte, dans la tristesse et quelque part dans la demande d'une aide. Alors, qu'est-ce que vous mettez, vous, en place avec cette association Noah Osez le dire ? Alors, je me permets de rajouter aussi la peur. Oui, ce sont des femmes qui ont peur. Et c'est vrai que ça joue énormément dans le quotidien pour elles comme pour leurs enfants. Parce que leurs enfants, ils sont tout à fait capables de voir que quand la clé tourne dans la serrure parce que monsieur rentre, l'ambiance, elle est tout à fait différente. Et ça, c'est quelque chose qui les imprègne très tôt. Très, très, très tôt. Même au plus jeune âge, un enfant très, très jeune, il sent que l'ambiance a radicalement changé dès que le père rentre. Nous écouterons un témoignage d'ailleurs. Alors, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, Noah a été créé en 2007 grâce à la Viso et à la coopération féminine, et que ça fait maintenant 14 ans que les bénévoles de Noah assurent une écoute gratuite, qui peut être anonyme si la plante souhaite rester anonyme, et surtout sans jugement. C'est-à-dire que il n'y a pas lieu d'avoir honte ou d'avoir peur. C'est-à-dire qu'on est là pour écouter tout ce qu'elles ont besoin de dire. Et
en l'occurrence, moi, ça fait 11 ans que je suis écoutante. Et ben, franchement, c'est pas facile d'être, pour la première fois, amené à parler de ce qu'on subit parfois depuis des années, parce que c'est un mélange qui est pas forcément, c'est un mélange d'informations qui est pas forcément chronologique. C'est un mélange d'informations où il y a des réminiscences de moments très durs. Mélangé avec presque dans la même phrase ou à une phrase près avec ce qui se passe en ce moment, et du coup c'est vrai que le travail d'écoute il est pas évident, parce que nous on essaye au fur et à mesure que la personne parle de saisir le fil un petit peu de l'histoire de la personne, et même si ça n'est pas forcément explicite, d'essayer en étant à l'écoute de comprendre qu'est-ce qui, en dehors de l'écoute elle-même qui est bienveillante et sans a priori de notre part, est-ce qu'elle veut juste parler, ou est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Parce que je crois vraiment, au fur et à mesure des années, que certaines femmes, quand c'est la première fois qu'elles appellent ou qu'elles parlent à quelqu'un de bienveillant à leur écoute, bah parfois, le fait d'être la première fois où elles parlent de ce qui leur arrive, ça peut être quelque chose de très bouleversant pour elles. Parce que c'est une histoire qu'elles n'ont fait qu'intérioriser pendant des années. Et le fait de pouvoir la raconter, même en désordre, parce que c'est assez souvent en désordre, bah déjà, même si elles ne vont pas plus loin qu'avoir eu cet échange et de dire merci de m'avoir écouté, bah je pense que ça change beaucoup de choses, ce premier pas d'avoir exprimé tout ce qui leur arrive, sans avoir la crainte ou la peur de ce que l'autre qui l'écoute pourrait avoir, parce qu'il n'y en a pas, en fait, on le dit dès le départ. On dit toujours que nommer les choses, c'est les rendre vraies. Donc c'est les rendre réelles. Absolument, je suis entièrement d'accord, ça leur donne une dimension qu'elles n'avaient pas avant l'appel. Alors, la grande mission de Noah, c'est justement cette écoute, parce que elle permet à la personne, comme elle nous connaît pas, on n'est pas de sa famille, on la connaît pas physiquement. Si elle reste anonyme, bah, on saura pas qui c'est, et ça, pour elle, ça lève un certain nombre de verrous. Et c'est en ça que je trouve ça une porte d'entrée formidable pour après écoute, et après essayer de comprendre quelle est l'attente de la personne. Parce qu'évidemment, les écoutantes, elles sont pas là pour proposer quelque chose qui correspond pas à l'attente de la plante. On va pas leur proposer un avocat quand elles cherchent pas un avocat. Enfin, je donne un exemple exprès un petit peu exagéré, mais voilà. Le but, c'est de comprendre. De répondre à la demande. Voilà. Est-ce qu'elle a une attente, ou est-ce que il arrive que les écoutantes, ce qu'elles entendent, c'est je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. On n'est pas là pour penser à leur place. On n'est pas là pour leur dire ce qu'elles ont à faire. On est là pour que leur cheminement par rapport à où elles en sont ici et maintenant au moment de l'appel les fait réfléchir, mais pas réfléchir intellectuellement, mentalement. C'est quand même, tout ça, ça sort de moi, quoi. Tout ce que je viens de raconter, ça sort de moi. Et au moment où j'en parle avec cette personne que je ne connais pas, je suis en train de dire que je me rends compte que mes enfants en souffrent, que moi, ça fait des années que j'en peux plus, mais que j'ai pas réussi à en parler autour de moi. Voilà. Alors, toutes ces choses-là, ça a de la valeur, ça a de l'importance. Et le rôle de Noah, c'est justement d'être cette première étape et ce premier pas avant orientation vers des travailleurs sociaux de la communauté. Alors justement, nous allons entendre dans un instant justement la réaction des enfants avec une histoire, mais d'abord je voudrais donner la parole à Evelyne Berdugo, qui est la présidente de la coopération féminine et à l'origine de Noah Osez le dire, c'est important de le rappeler. Je vois que vous voulez réagir, Evelyne Berdugo. Oui, évidemment, tout ce qui vient de s'être dit depuis le début de cette émission est très important, et il montre bien le chemin qui a été parcouru depuis le moment où nous avons décidé de prendre ce chemin, ce problème à bras le corps. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que les deux associations féminines principales françaises, c'est-à-dire que la Viso et la coopération féminine, s'occupaient beaucoup des problèmes du guet. Je précise que ce sont des associations féminines. Et ce ne sont pas des instances masculines. Les femmes, à ce moment-là, ont décidé, depuis qu'elle s'était créée, la Viso bien avant la coopération féminine, mais la coopération féminine déjà depuis 1967, avait bien compris que ce que
ce dont elle ne s'occuperait pas, personne ne s'en occuperait. Donc, les femmes juives, bénévoles, donc puisque nous sommes deux associations typiques de cette mouvance, ont compris très vite que si elles ne prenaient pas leurs problèmes à bras le corps, eh bien personne ne le ferait. Voilà. Donc ça, c'était le départ des valeurs essentielles de ces deux associations, et c'est pour ça que nous avons extrêmement bien travaillé ensemble sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que nous nous occupions des problèmes de femmes qui n'obtenaient pas leur guette, grâce d'ailleurs à l'exemple qui s'est développé en Israël, et nos oreilles se sont dressées. Nous savons bien maintenant, depuis cette époque-là, comment les choses ont évolué. Nous n'en sommes plus aujourd'hui aux guettes ni aux violences conjugales, nous en sommes à des choses qui sont peut-être... On a passé toutes les étapes. Aujourd'hui, on est au harcèlement, c'est-à-dire au harcèlement au contact, harcèlement léger. Donc les femmes ont bien compris que à ce moment-là, il fallait qu'elles se défendent elles-mêmes. C'est ce que nous avons essayé de faire, et en faisant comment ? D'abord en leur disant qu'il fallait parler, et nous leur offrions en tant que femmes de l'empathie. L'empathie se traduisait par l'écoute. Donc se prendre en main exigeait déjà une volonté antérieure, et qui était celle des associations antérieures. Nous avons constaté à la première réunion, puisque moi j'ai voulu, et Nathalie aussi, qui était la présidente de l'époque, élargir le domaine, et beaucoup de personnes nous disaient ça n'existe pas chez les Juifs. J'ai dit, nous verrons bien. Nous verrons bien. On ne sait pas, on va à l'aventure. On allait à l'aventure. Il n'y avait pas de témoignages, il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait rien. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Il n'y en a toujours pas. Il y en a en Israël, là. Il y a une statistique qui a été faite, plus 315% des violences conjugales sur l'année 2020 à cause du Covid. Donc, nous avons appelé toutes les instances, parce que je voulais vraiment que ce soit une plateforme communautaire pour savoir de quoi il s'agissait vraiment. Et surprise, nous avions 25 associations, dont 4 féminines et 21 masculines, qui sont toutes venues. Alors à ce moment-là, on s'est dit, vraiment, là, il y a un problème. C'est-à-dire que nous abordons le sujet, mais que ce sujet-là est déjà existant. Et que il y a un étonnement, une curiosité et probablement une crainte. Pourquoi des associations féminines s'occupent de ce problème-là qui apparemment n'aurait pas dû les concerner. Au premier que nous avons beaucoup travaillé, nous sommes arrivés à un colloque. À ce colloque, nous sommes allés de découverte en découverte en fait, parce que nous avons commencé par des personnes comme Christelle, qui nous expliquait ce que c'était que la violence conjugale, et on arrive au premier colloque, et puis voilà qu'on donne la parole au public. Et des personnes se lèvent. Alors la salle était comble, il y avait 350 personnes. Tout d'un coup, des jeunes femmes se lèvent et témoignent. Eh ben, vous savez quoi, Evelyne Berdugo, vous gardez ça. On va revenir dans un instant sur notre antenne parce qu'on veut la suite. Vous restez encore avec nous sur Radio J pour cette émission spéciale Violences faites aux femmes. J'en profite bien sûr pour rappeler que si vous voulez nous écrire, poser vos questions, nos questions à nos intervenants dans cette édition spéciale, eh bien vous pouvez le faire en direct en nous laissant votre témoignage, une réaction, ce que vous voulez à découvert ou de façon anonyme, en nous écrivant sur le compte Instagram de Radio J ou par téléphone au 01 53 75 26 26. Et même si ce n'est pas évident, reste avec nous sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et merci beaucoup Steve Nadjar. Merci d'être avec nous sur Radio J pour cette émission spéciale à la veille de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en compagnie de nos invités Martine Matatia, présidente de Noah Oser le dire, Evelyne Berdugo, présidente de la coopération féminine, Diana Paola Lévy, présidente de la Viso France, et Maya Terre Minassian de la Viso, Karen Fredge, directrice générale du CASIP Cojassor, et Christelle Albaré, psychosociologue et présidente de la clinique e-santé. Avec nous par téléphone, Eli Korshia, président du consistoire israélite de France et avocat. Bonjour Eli Korshia. Bonjour. Alors il y a quelques instants par téléphone, le grand rabbin de France était avec nous. Est-ce que vous voudriez avoir une réaction ? Écoutez, j'ai tenu à écouter tout à l'heure votre passage avec le grand rabbin de France.
que j'ai trouvé intéressant, même si à un moment donné j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit problème parfois de communication, parce que on entremêlait à la fois la question du guet et à la fois la question des violences qui sont faites intrafamiliales, des violences conjugales notamment. Mais ce qui était très intéressant pour moi, parce que c'est un vrai sujet de fond, c'est lorsque vous avez interrogé le grand rabbin de France sur la question de la formation. Je crois que c'est Maya Termination que je salue, comme toutes celles qui sont autour de votre table à la radio aujourd'hui, que je salue chaleureusement. Je crois que Maya, à un moment donné, a interrogé le grand rabbin sur la formation, notamment au mariage. Et le grand rabbin a dit qu'effectivement c'était fait. De mon côté, évidemment, je ne déjugerai jamais mon grand rabbin de France, et vous savez l'amitié. Mais bien sûr, c'est pas le but. Que j'ai avec Raïm Garcia. Mais je pense que nous avons un problème d'harmonisation, en fait, sur cette question. Et puisque vous me lancez sur ce que vous disiez tout à l'heure, je voudrais dire qu'on ne peut pas se contenter. À mon sens, on ne peut pas rester simplement sur le fait de dire ça doit être fait parce que c'est fait dans certains endroits. Je pense que notre travail, c'est toujours d'essayer de faire mieux, parce que sinon ça sert à rien de prendre des responsabilités. Je ne l'aurais pas fait pour devenir président du Concert de France il y a un mois. C'est d'essayer peut-être de réfléchir et de se dire, faisons une réflexion de terrain sur les différents, en tout cas les grands consistoires. J'entendais tout à l'heure parler je crois que c'est Karen Fred qui parlait notamment de Lyon, où il y avait des contacts. Oui. Je pense qu'il faut le faire à Lyon, à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Nice, Côte d'Azur, dans tous les grands consistoires. Essayer de faire une réflexion de fond pour voir quelles sont les personnes qui s'occupent de ces sujets-là, qu'on puisse les référencer. Et est-ce que le sujet malheureusement compliqué, qui n'est pas facile, bien sûr, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat, mais que ce sujet puisse être, en tout cas, intégré vis-à-vis de ces couples qui se forment en vue d'un mariage, même si évidemment on leur souhaite le meilleur, mais que ce sujet ne soit pas occulté et qu'on n'ait pas des régions, des endroits où la personne va être sensibilisée à cela et d'autres régions où la personne n'est pas sensibilisée, parce que manifestement, je pense que tout le monde n'est pas suffisamment sensibilisé à cela, qu'on soit formateur ou formatrice pour les mariages, mais aussi c'est un travail qui doit être fait, je pense aussi dans la formation des rabbins au séminaire israélite de France. Et en tout cas, ma position sera lors du premier conseil d'administration que je présiderai avec le Grand Rabbin de France, que nous organiserons sous la présidence du Grand Rabbin de France auprès du séminaire israélite de France, avec le directeur de l'école rabbinique aussi. Je pense que notre rôle sera d'en parler, parce que c'est un sujet ô combien d'actualité, et notamment après les phases de confinement qu'on a connues depuis ces 18 derniers mois, qui ont renforcé des situations de violence, on le sait, à travers la communauté nationale tout entière, mais aussi malheureusement à travers les familles juives. En tant que nouveau président du Consistoire central israélite de France, vous avez un programme très engagé sur la famille, Eli Karchia, avec notamment le programme Couple juif et médiation. Et depuis hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une femme à la tête de cette commission, c'est une première. Alors, effectivement, dans mon programme, j'avais voulu qu'au niveau national, il y ait une commission de travail sur le couple juif et la médiation. Je l'avais dit et je le redis d'ailleurs à votre antenne, il y a des initiatives qui ont été mises en place dans certains endroits, dans certains consistoires. Je pense notamment au consistoire de Paris, où il y a un service de médiation qui travaille et qui fait du travail. En ce qui me concerne, j'ai voulu dans mon programme pouvoir axer cela sur un projet national au niveau de l'ensemble des consistoires, et avec une manière de travailler sur certains sujets qui n'est peut-être pas celle qui est déjà faite partout. Le grand rabbin parlait tout à l'heure de la non-obligation de la médiation dans certains cas. Moi, j'ai toujours été persuadé, et je le suis aujourd'hui, et je le porterai d'ailleurs au niveau de cette commission nationale du Consistoire de France, avec Déborah Loupien-Suarez, qui en a pris la présidence effectivement hier, et que j'ai voulu nommer à cette présidence de commission, qui est avocate, qui est jeune, qui est une avocate de 40 ans, présidente, une des rares femmes présidentes de communauté juive en France, présidente de la communauté de Bayonne, Biarritz, et vice-présidente du Consistoire du Sud-Ouest. Et nous allons travailler à cela parce que le grand rabbin vous dit par exemple que dans des cas de violence conjugale, lorsque le couple est séparé, lorsque manifestement il n'y a plus de... Quand le mal est fait et qu'on ne peut pas revenir en arrière, exactement. Exactement, et qu'on a bien compris je ne vois pas pourquoi dans ce cas-là, on imposerait, on rendrait obligatoire lorsqu'il y a une demande et que le mari est prêt d'ailleurs à remettre le guet à son épouse, pourquoi on imposerait une phase de médiation qui fait perdre un certain temps à ces femmes-là. À mon sens, dans ces cas-là, et le Grand Rabbin de France partage
tout à fait ma position. Il faut que la femme, dans ce cas-là, puisse avoir son guet le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, très souvent, au niveau des bâtés-dynimes, des services aussi au sein des consistoires, et je travaille ce type de sujet avec le rabbin Betzalel Lévy, notamment de façon régulière, il fait un vrai travail, et ça a été rappelé sur votre antenne tout à l'heure, eh bien, je peux vous dire que dans ces cas-là, on intervient pour que le rendez-vous puisse avoir lieu le plus vite possible. Il n'est pas question de faire que ces femmes passent obligatoirement par une phase de médiation. Et puis le deuxième point qui me tient à cœur, j'en dis juste un mot, c'est que je souhaite aussi beaucoup travailler sur le bénévolat avec des médiateurs. Et d'ailleurs, le vice-président de la commission que j'ai nommé hier est Olivier Samuel du consistoire de Strasbourg, qui lui-même est médiateur et travaillera avec Deborah Loupien-Suarez sur ce sujet. Un dernier mot d'ailleurs, Deborah Loupien-Suarez a été élue hier sur ma proposition, première femme dans l'histoire du consistoire à devenir secrétaire rapporteur, notre secrétariat général du consistoire de France. Et donc elle travaillera aussi à mes côtés à un poste fondamental. Je parlais de la représentativité des femmes. C'était important aussi que cette représentativité se concrétise au sein du bureau, le nouveau bureau du consistoire de France qui a été élu hier après-midi. Élie Korchiam, merci beaucoup pour ces précisions. En face de moi, Maya Terminassian qui voudrait éventuellement réagir et vous poser peut-être une question ou du moins une réaction. Oui, Élie Korchiam, merci beaucoup pour d'avoir rappelé ces éléments de votre programme. Je suis particulièrement intéressée par le fait que la médiation ne soit pas obligatoire. Je voudrais reprendre un slogan que j'ai trouvé très intéressant d'un mouvement féministe Haredi qui colle notamment des affiches féministes en Israël et qui dit lorsqu'il y a la peur, alors il n'y a plus de shalom bayit. Or la médiation, c'est pour établir le shalom bayit, mais lorsqu'il y a de la peur, alors on est à une autre étape du couple et il faut qu'il se sépare. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes parfaitement en phase, Maya, et c'est pour ça que pour moi, en tout cas, dans ce que je vais porter dans cette commission du consistoire de France, vous avez bien compris qu'il y aura des façons de faire, des process qui seront ceux que j'ai développés tout à l'heure et qui me semblent essentiels. On propose la médiation quand elle est possible, mais on l'évite et on ne la fait pas, on ne la propose pas lorsque nous sommes dans des cas où la femme doit avoir son guet le plus rapidement possible, et parfois c'est même une question de jours. Donc évidemment on travaillera là-dessus, et toutes les énergies qui voudront travailler, et je le dis notamment à Maya, au sein de cette commission qui n'est pas fermée, qui est une commission ouverte, eh bien j'essaierai évidemment de répondre positivement, parce que la préparation des couples au mariage, l'accompagnement des couples, évidemment l'accompagnement aussi des femmes qui se retrouvent confrontées à un problème de guet, voilà, Diana Paola le sait, Maya aussi, et celles qui nous écoutent aussi le savent, eh bien c'est un sujet sur lequel je serai particulièrement prêt à agir au quotidien. Élie Korchiam, un dernier échange avec Evelyne Berdugo, présidente de la coopération féminine à côté de moi. Merci Monsieur le Président. Et merci le grand rabbin, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, qui participait à cette émission, et où il a bien été noté qu'il n'y avait que des femmes autour de cette table. Et pour cause, c'est parce que nous n'avons pas là un problème de débat avec la situation. On peut l'avoir, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, évidemment, est de celui dont la femme, comme je le disais auparavant, prend conscience il faudrait que ce soit le plus tôt possible de ce qu'elle veut, avec qui elle veut se marier, et avec qui est son époux. Donc évidemment, il faut une préparation au mariage qui soit ouverte et qui soit réelle et qui soit honnête. Et pourquoi il faudrait que ce soit le plus tôt possible, évidemment avant le mariage, mais peut-être même en dehors du mariage, c'est qu'une femme qui est sous une emprise et qui a déjà, comme on l'a dit et répété ici, elle a honte, elle a peur, psychologiquement, petit à petit, son état psychologique se dégrade. Et elle a de moins en moins de force pour parler, pour nommer les choses. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus ce qui lui arrive. Elle est dans un état de confusion épouvantable. Donc, le nom, osez le dire, a été créé pour ça, pour les aider avec l'empathie que une femme peut porter pour une autre femme. On ne parle pas de shalom bayit, on parle d'état psychologique. Une femme peut comprendre une femme, et excusez-moi du terme, mais une femme comprend mieux une femme, je pense, qu'un homme comprend une femme. Donc nous avons un petit côté féministe, mais qui s'appuie sur des constatations réelles. Donc plutôt une jeune fille est préparée à ce qu'elle peut attendre d'un conjoint, ou avant de parler d'un conjoint, d'un compagnon, parce que ça peut arriver aussi.
plutôt on arrive à réguler et à circonscrire le problème de la violence. Donc nous, le problème, je suis très 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 fière que ce Noah osé le dire ait été créé au moment où on n'avait absolument aucune certitude et n'avait que des soupçons. Aujourd'hui, nous avons des certitudes, nous cherchons des solutions. La solution que moi je préconise, sans vouloir mettre les hommes dans l'embarras, c'est que les femmes sachent exactement ce qu'elles veulent. Elles savent trouver un métier, elles savent ce qu'elles veulent faire. Il faut qu'elles sachent qui elles veulent épouser, et il faut qu'elles soient responsables de leur choix. On peut les aider, les femmes peuvent les aider, les hommes éventuellement peuvent les aider, mais elles-mêmes sont les responsables de leur propre sort. Au cas où, malgré tout, elles se tromperaient, à ce moment-là, nous avons tout un Bataclan d'associations féminines et de femmes qui peut les aider à voir plus clair et alors montrer un petit peu le chemin. C'est ce que la coopération féminine, la Viso et aujourd'hui Noah, je pense, ont en arrière-plan l'idée majeure de cette évolution de la femme et du combat contre l'emprise, une emprise, je dirais même pas tellement masculine, mais une emprise sociétale sur le projet que la société fait pour les femmes, pour les filles, pour les épouses, pour les mères, etc. Merci beaucoup, Evelyne Berdugo. Éventuellement, une réaction avant de vous laisser, Élie Korchia. Une réaction très rapide. J'entends le combat féministe, le féminisme et le fait que ce sont des femmes qui sont plus proches d'autres femmes. Mais pour moi, la chose est claire. C'est un combat qui nous concerne tous de la même manière. On parlait tout à l'heure, j'entendais le nom de mon ami et confrère Richard Seban, qui est très actif auprès de Diana Paola. Moi, je suis très actif. Justement, qui voudrait réagir juste après. Voilà, à la fois dans mes fonctions communautaires, à la fois dans mes fonctions d'avocat, et même parfois et très souvent d'avocat qui bénévolement donne des conseils à des femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles, sur des dossiers d'ailleurs qui sont extérieurs à mon cabinet. C'est un combat qui nous intéresse tous, et nous sommes tous ici frères, oncles, parents d'enfants. Moi, ma propre fille, si Dieu veut, se marie dans quelques mois l'année prochaine. Nous sommes tous intéressés par ce combat de la même manière, et donc moi en tout cas, j'estime porter ce combat de la même manière que d'autres personnes, et dans la fonction qui est la mienne, en tout cas je le suis. Et si je ne suis pas présent à votre réunion aujourd'hui, c'est peut-être pas parce qu'il n'y avait que des femmes. Absolument pas, c'est que nous n'avions pas de place. C'est parce que je crois qu'il y avait un manque de place. C'est vrai. Donc je voulais simplement dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'il y a le féminisme, mais qu'il y a aussi l'action que nous menons tous de la même manière. Et moi, en tout cas, je me sens autant concerné que vous toutes autour de la table. Juste un mot, Monsieur le Président, cher Élie. Merci de considérer ce sujet comme un sujet de société. Et ce que je trouve magnifique, c'est de voir autour de Noah oser le dire qu'on soit tous unis depuis 14 ans. Et je pense que maintenant, on est toutes prêtes et prêts à être dans l'action. Donc, à considérer que c'est un sujet de société qu'il faut le plus vite solutionner en prévention, en amont et sur le terrain. Merci beaucoup. Vous aurez avec le Grand Rabbin de France, je termine juste, vous aurez, et vous le savez, et je sais que vous le savez tout autour de cette table, et donc je le redis pour conclure mon propos, vous aurez, avec le Grand Rabbin de France qui a été réélu en juin, et avec ma modeste personne qui vient d'être élue au mois d'octobre, sachant en tout cas que vous avez à la tête du Consistoire de France un duo, un tandem qui est à vos côtés et qui sera toujours à vos côtés pour porter ce combat qui est essentiel. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central israélite de France et avocat, d'avoir été sur notre antenne sur Radio J aujourd'hui. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et puis mesdames, il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission puisque le temps passe, 5 minutes précisément, donc voilà, c'est clair. J'aimerais faire un petit tour de table avec vous si vous voulez bien, éventuellement faire un petit groupe Viso si vous voulez dire un petit mot, mais d'abord commencer par Karen Frelch qui je crois a envie de nous parler de concret, comment on accompagne ces femmes, comment on est dans l'action. Oui, tout à fait, merci de me donner la parole. Alors, je voudrais dire que cette émission, elle s'adresse à beaucoup de monde et aux personnes concernées directement. Et je voudrais aussi citer les personnes qui sont indirectement concernées, qui sont parfois des témoins. Parce que Noah, ça s'adresse effectivement aux femmes qui sont victimes de violences, mais parfois, il y a des personnes, des tiers, qui peuvent être témoins de quelque chose et elles peuvent aussi appeler à la plateforme Noah ose le dire pour parler, pour savoir comment aborder ce sujet éventuellement avec la personne qu'elles connaissent. Alors, une fois que
que la parole a été libérée, et je remercie Christelle pour ses précisions, parce que c'est vraiment, vous avez dit, quand on parle, ça devient réel, et effectivement, quand ça devient réel, le CASIP est là pour aider les personnes, et avec lorsque les personnes se sont adressées à Noah et qu'elles acceptent d'être aidées et accompagnées sur le plan social, alors on intervient. Et moi, je voudrais dire que bien souvent, les personnes qui arrivent ensuite pour un accompagnement social, ce sont des personnes qui sont dans une grande précarité financière. Parce que soit, effectivement, on a des personnes qui sont mariées à 19 ans et qui ont passé leur bac, puis se sont mariées, n'ont aucune formation professionnelle, aucune expérience professionnelle. Soit nous avons affaire à des femmes qui ont une formation, une expérience professionnelle, qui bien souvent ne travaillent plus depuis de nombreuses années. Donc, en plus de la peur dont on parlait tout à l'heure, il y a la peur de se retrouver à la rue. Et la précarité financière, c'est très stressant, et c'est particulièrement stressant si on a des enfants en plus. Donc voilà, je voudrais passer le message qui a déjà été passé par Martine, qui est que personne ne va décider pour la personne de l'accompagnement qu'elle va avoir. Il y a des personnes qui restent à domicile, on a parlé tout à l'heure de 4 ans, parfois ça peut durer 10 ans. Eh bien, les travailleurs sociaux et les équipes qui accompagnent ces personnes vont être à leur écoute le temps qu'il faudra. Et c'est très important parce que le processus pour décider de partir ou pour décider de prendre un avocat, pour décider de divorcer, il peut être assez long. Et donc, le travail social va consister en fait à préparer, guider, aider, écouter. Alors c'est pas une écoute du type d'une écoute par un psychologue, mais par un travailleur social, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir après sortir un jour de la maison. Éventuellement, si vous voulez également réagir pour terminer cette émission, il nous reste pas longtemps. Maya, termination. Oui, en 2 mots, je voudrais réagir, Karen, sur ce que tu as dit. Effectivement, le rôle des témoins est clé, parce que lorsqu'on est victime, on a peut-être du mal à s'exprimer, mais lorsqu'on est témoin, on peut peut-être, au sein de notre entourage, comme je l'ai fait avec des amis, et dire mais c'est pas normal ce qui se passe. En clair. Et du coup, j'ai envie de terminer cette émission par un message un peu de vigilance. Je pense qu'on a tous un rôle de veiller les uns sur les autres, de prendre soin les uns les autres et d'avoir un rôle d'alerte, de dire voilà, telle chose, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, et du coup avoir recours aux solutions qui vont bien. Voilà, merci beaucoup. Un tout petit mot, on finit avec vous et Christelle Albarré, Martine Matatia. Alors, je complète les propos de Maya. Effectivement, on est tous concernés, parce que parfois, la femme qui est victime de violence, elle-même, elle se sent pas la force de réagir sans que quelqu'un qui a compris qu'elle est victime de violence la soutienne dans sa démarche. Et ça, on est tous capables de le faire, parce que si on sait pas vraiment quoi faire pour aider la personne, en tout cas, on peut être au moins un relais d'information pour dire je sais pas faire, mais je connais une association qui peut t'aider. Et ce relais-là, tout le monde peut l'avoir comme rôle. Je voudrais aussi compléter en disant qu'on a maintenant des réseaux en province. Actuellement, on est capable d'orienter les femmes sur Strasbourg, Nice, Noah, Marseille. osez le dire. Voilà, il faut aller sur le site Noah, osez le dire. Je suis désolée, Voilà. J'ai vraiment plus le temps. Martine Matatia, un tout petit mot très court, un message d'espoir si vous voulez bien. Les enfants témoins d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Prenons conscience de cela. Ça veut dire que chaque jour, ce que l'on fait et ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas fera notre avenir des couples de demain. Merci beaucoup Christelle Albarré. La vigilance est de mise, bien évidemment. Éduquez vos enfants, faites attention à eux. Et puis, c'est un message bien évidemment pour les adultes d'aujourd'hui. Libérez votre parole. Je vous remercie énormément, mesdames, d'avoir été avec nous sur notre antenne. Que cela soit également Eli Korsia, président du consistoire central israélite de France, et le grand rabbin de France, Raïm Korsia, pour leur engagement aujourd'hui sur notre antenne. Merci Martine Matatia, Noah, osez le dire, Evelyne Berdugo, président de la coopération féminine, Diana Paola Lévy et Maya Termination de la Viso, Karen Frech, directrice générale du CASIP Cojassor, et Christelle Albarré, bien sûr, psychosociologue et président de la clinique e-santé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission, et rendez-vous lundi à 15h pour une nouvelle émission sur Radio J.